Bonjour à toutes et tous, c'est Pénélope Bagieux pour Le Pont entre les arts. Donc j'aimerais aujourd'hui savoir 3 œuvres qui ont influencé ta vie et donc indirectement ta création artistique. Donc ça peut être film, peinture, Série, musique. vu qu'on est à Sérimania. C'est vrai qu'on peut parler de série. Série, je pense vraiment que quand j'étais petite, moi j'ai grandi dans les années 80 et en France on a vraiment eu une avalanche de dessins animés japonais quand on était petit. La génération, on avait quand même des heures de dessins animés le mercredi après-midi et tous les jours après l'école. Et moi j'aimais pas la BD quand j'étais petite, ça m'intéressait pas, notamment parce que je trouvais pas de personnages intéressants dans la BD. Il y avait que les Tintins de mon père à la maison et ça me gonflait, donc voilà. Oui. Mais dans les dessins animés japonais, il y avait des filles et elles faisaient plein de trucs. Il y avait des dessins animés sur des filles qui font des sports, des filles qui font des aventures folles, etc. Et donc vraiment hyper naturellement, vers 5 ans, on va dire 5-6 ans, j'ai commencé à ne faire que bouffer des dessins animés japonais tout le temps. Et je me suis dit, ok, c'est ça que je vais faire moi après. Je vais dessiner et raconter des histoires avec des filles qui feront des trucs. Ah, trop bien. Donc finalement, j'ai pas fait de dessin animé, mais c'est quand même les études que j'ai faites. Et j'ai fini par faire de la BD, mais je fais des histoires et je dessine des filles qui font des trucs. Donc je suis restée fidèle au projet initial. Et vraiment, c'est ça, je pense, qui m'a montré qu'il pouvait y avoir des histoires avec des personnages qui me ressemblent. Donc je sais pas si je peux en citer un ou pas, mais c'est un peu finalement la porte d'entrée au culotté que tu as fait plus tard. Ouais, carrément, et même globalement au plaisir de raconter des histoires, quoi. À me dire c'est pas grave si c'est pas une histoire de un journaliste et son petit chien qui parcourt le monde. Voilà, ça peut être autre chose en fait, les histoires. On va pouvoir utiliser ça, le hating sur Tintin et Milou. Non, parce qu'après j'ai lu Tintin adulte et là je me suis dit ah ouais, c'est vraiment mortel, c'est super. Mais quand j'étais petite, j'adhérais moins, quoi. Voilà. Ouais. Tu te rappelles un peu du déclic sur ces dessins animés-là, c'est une scène, même un truc que tu revoyais un peu. Dans les dessins animés japonais, tu veux dire? Qu'est-ce que j'adorais? Alors c'est un mauvais exemple parce que c'était vraiment des garçons, les Chevaliers du Zodiaque. Mais j'adorais les Chevaliers du Zodiaque. J'adorais Princesse Sarah. Vraiment. J'adorais Jeanne et Serge, alors que c'est quand même un dessin animé qui parle de voler, donc il faut s'accrocher pour que ce soit bien, mais c'était merveilleux. Et j'adorais. J'ai moins accroché quand j'étais plus petite à Dragon Ball, c'est venu après. Mais moi, quand même, je dirais Princesse Sarah. Ok. Ouais. Et ton dessin, ta manière de dessiner aujourd'hui, je pense qu'elle est encore influencée par ça. C'est là plus certain. Sur l'aspect technique. C'est certain que inconsciemment, ça a complètement infusé, qu'il y a des choses que j'ai appris à dessiner enfant, pas en recopiant, mais pour moi, c'est comme ça que ça se dessinait. Et je pense que vraiment mon dessin primordial, c'est-à-dire la façon dont j'ai toujours dessiné naturellement, est vraiment un mélange de ça, de Walt Disney et de Tex Avery, qui étaient vraiment les 3 choses qui m'ont nourri le plus jusqu'à mes 12 ans. Et c'est obligé que ça laisse des traces, donc oui, c'est sûr. Trop bien. Ouais. Toi, je sais pas si t'écoutes de la musique pour t'inspirer un peu. Pas pour m'inspirer, mais j'écoute de la musique en travaillant. Donc, alors je sais pas si ça m'inspire, mais la musique vraiment doudou pour moi pour travailler, en tout cas depuis quelques années, quand c'est long, parce que la BD c'est long, et donc il faut des choses pour ça. Donc beaucoup de podcasts, mais parfois les podcasts c'est plus possible, il faut écouter de la musique. Et je sais pas pourquoi, j'écoute beaucoup les Cure quand je dessine. Les Cure, ouais, vraiment beaucoup. J'adore les Cure, toujours, mais vraiment, je trouve que ça apporte un truc différent quand on dessine. Déjà, ça me permet de chanter en dessinant, parce que je travaille seule et qu'il n'y a personne chez moi quand je travaille. Et je sais pas, il y a un truc, c'est de la musique d'intérieur pour moi, quoi. C'est de la musique pour faire des choses dans le cocon d'une maison. Ça m'évoque le fait que dehors il fasse pas très beau et qu'il y a une espèce de toute petite mélancolie, mais un peu énervée quand même. Et donc Robert Smith m'accompagne beaucoup quand je travaille. Ouais, parce que eux sont aussi réputés pour le live. Donc, c'est pas un truc que tu te dirais musique d'intérieur. Je sais même pas si eux ils s'imaginent que c'est. Moi je trouve que c'est vraiment une musique idéale pour d'intérieur et intérieur dans le sens aussi vie intérieure, quoi. Ça m'aide vraiment beaucoup à travailler, plein d'époques différentes des Cure, mais ça c'est une bonne BO de dessin. Et tu te rappelles du premier son qui t'avait marqué des Cure? Ouais, qui t'a mis dedans en vrai. J'ai beaucoup raisonné avec Boys Don't Cry quand je me suis fait larguer quand j'étais vraiment plus jeune, et que je trouvais que, je sais pas, ça me bouleversait. Voilà, je trouvais que c'était très beau les paroles de Robert Smith et puis vraiment j'adore les Cure. Vraiment j'adore les Cure. Et c'est marrant parce que moi aussi, un des artistes que je préfère aujourd'hui, ça a été
une des BO de ma première rupture. Ah ouais. C'était This Bah, ça laisse ça grave dans la roche, hein. C'est sûr que derrière, même si du coup, bizarrement, ça pourrait être une espèce de capsule temps qui renvoie à une période désagréable. Mais je pense que vu que c'est des moments dans lesquels la musique a été une aide et un peu une main tendue pour sortir du gouffre, ça lui donne, j'ai une chanson des Foo Fighters aussi qui est vraiment comme ça, ma chanson de, marcher dans la rue en pleurant, en l'écoutant, quoi. Et pourtant, j'ai vu les Foo Fighters en concert il y a pas longtemps, et je me suis dit, c'est marrant, elle m'évoque plus rien de triste du tout. Oui. Plus du tout. C'est plus triste, alors que c'était vraiment la chanson du désespoir, quoi. à transformer le triste en beau, au final. Tout à fait, exactement. Un des C'est sens beau. de ton métier. C'est ça. Est-ce que tu as vraiment pas forcément des albums, mais tu sais, des périodes musicales que tu associes Complètement. quand tu repenses à... Ah, mais quand je regarde mes BD, je peux te dire ce que j'écoutais en dessinant. Ah ouais, Ça, ouais. c'est sûr, elles sont toutes associées à un truc. Il y a un peu de l'époque, c'est-à-dire, c'est l'époque où j'étais à fond dans tel truc, etc. Mais même, je me souviens de podcasts et de qui parlait. En fait, c'est vraiment tellement ma seule compagnie pendant que je dessine que je me souviens parfaitement, et ça reste très associé, quoi. Donc, non, j'aime bien d'ailleurs le fait que ce soit jumelé à chaque fois pour moi avec une époque musicale aussi. Comme évidemment, je suis complètement obsessionnelle, je fonctionne par grosse phase où j'écoute que un truc pendant des mois. Donc, Oui. ouais. Et par exemple, la BD que j'ai sortie la plus récente, qui s'appelle La Nuit retrouvée, Voilà, j'ai hésité dans les remerciements à le préciser tellement c'est un album qui est 100% Cowboy Carter. J'ai écouté Cowboy Carter de A à Z plusieurs fois par jour, tous les jours. J'ai eu cette chance, c'est que j'ai fait une BD l'année où il y a eu, enfin, c'était sur 2 ans, mais on a eu un album de Beyoncé et un album de Lady Gaga. Et vraiment, ça a été les 2 marraines de cette BD pour que je réussisse à la finir. J'en pouvais plus vraiment. Et à la toute fin, je me butais juste à ces 2 albums-là, à Mayhem et Cowboy Carter. Donc, vraiment, je les remercie toutes les 2, si elles nous écoutent. Merci les filles. Grâce à vous, j'ai pu finir ma BD. Cowboy Carter et Mayhem dans la forêt des Landes. Exactement. Apprendre à la dessiner. Ouais, mais vraiment, et maintenant, quand je réécoute un de ces 2 albums-là, j'ai un petit frisson du travail, quoi. C'est que c'est vraiment la BO du boulot, là. C'est bon, c'est fini. Ouais, c'est vrai. Trop bien. Et quand même quelque chose de pictural, je réfléchis à un tableau. Je sais pas s'il m'a influencé, mais je pense que pareil, j'étais pas très peinture quand j'étais petite, puisque donc je n'allais pas au musée comme beaucoup d'enfants, je pense. Ouais. C'est plus tard quand j'ai fait des études d'art qu'on m'a obligée à aller dans les musées, donc j'ai commencé à regarder. Et je pense que le premier tableau où je me suis dit on peut faire ça aussi en peinture, c'est un tableau qui s'appelle La Desserte rouge de Matisse. Ok. Et comme souvent avec l'art, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi. Oui. Il se passe un truc dans ce tableau qui est très simple. C'est un tableau un tout petit peu abstrait d'une table rouge avec des fruits posés dessus et une femme qui installe des choses. Et puis il y a une fenêtre, on voit un bout de décor. Et il y a une combinaison de formes et de couleurs qui appuie sur un bouton dans mon cerveau, vraiment, qui me crée une émotion physique, quoi. Oui. Et un rouge... c'est extraordinaire, ce rouge, et puis il y a vraiment du contraste très fort avec des bleus, des oranges, et c'est si simple et c'est si beau, et je me dis quel génie de se dire cette nappe avec 3 fruits, c'est bon, j'ai une vision, je vois ce que je vais en faire, et en faire ça, et j'ai eu l'immense chance de le voir en vrai, et c'était hyper émouvant. Quelle chance de l'avoir vu. Comme il est en Russie, je pense que je ne le reverrai pas de sitôt. Mais le fait d'avoir fait des études d'art, t'arrives quand même à l'analyser, enfin, ne pas l'analyser et le voir purement, ouais, c'est... Mais en fait, moi, j'analyse pas du tout l'art. Je me rends compte que j'ai une vision très débile ou enfant de l'art en général. Mais pas que la peinture. Quand un film est super, quand après les gens débattent de, mais ce qui est intéressant dans l'art réel, et moi, je fais, je m'en fous, en fait. C'est comme les tours de magie, je veux pas savoir comment on fait. Et j'analyse pas du tout. Je suis pas du tout critique. J'ai une analyse très j'aime pas. T'es pas très bavarde après avoir vu un film? Si, mais plutôt un truc d'enthousiasme, genre c'était trop cool tel moment et tel moment et tel moment. Mais si on me dit oui, c'est une technique, c'est un procédé très classique au cinéma, je fais Boris, je m'en fous, je veux pas savoir, ça m'intéresse pas du tout. Et par exemple, ce que j'ai aimé dans le fait d'avoir une grosse formation en histoire de l'art pendant mes études, c'était de connaître plus de trucs, de comprendre les liens entre les gens, qui était qui, la petite histoire dans la grande, mais pas du tout qu'on me dise c'est parce que c'est un procédé de peinture hyper classique qui fait que on a l'impression que. Moi, je veux pas savoir les ficelles. Et j'aimerais bien peindre, c'est vraiment un truc que j'aime, pour lequel j'aimerais avoir plus de temps. Mais du coup, ça m'intimide vachement parce que j'ai du mal à croire qu'il y ait des trucs. Tu vois, pour moi, il y a une magie où il y a rien, quoi. Mais est-ce que du coup, de l'autre côté, toi, quand on te questionne, enfin, tu dois faire pas mal d'interviews, j'imagine, je sais même,
t'aimes bien parler de la technique ou au contraire, c'est du coup dans le même principe que toi, ça te plaît pas forcément d'en parler pour les autres. Toi, parler de toi, comment t'as créé, ça t'intéresse pas forcément. C'est intéressant comme question. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en BD, on nous parle jamais de technique. Il y a un vrai truc, c'est que les gens, je sais pas, est-ce que ça les intéresse pas, est-ce que on te parle du sujet. Tu vois, vous avez choisi de parler de ça, pourquoi? Okay. Mais c'est hyper rare qu'on nous dise, vous avez fait comment tel truc, parce que telle scène, le cadrage est fou. Ouais. Et donc, je pense qu'on est quand même super excités quand on nous parle de ça, parce qu'on se dit, c'est vrai, oui. Ça t'intéresse mon travail, parce que les gens s'en foutent un peu. En tout cas, c'est un sentiment que je sais qu'on partage avec beaucoup d'autrices et d'auteurs. Et donc, on est trop content quand on nous pose des questions. Mais moi, si c'est pour qu'on me pose des questions nulles, je préfère pas en parler. C'est-à-dire, par exemple, alors c'est pas une question nulle, mais les gens qui savent pas trop quoi te demander sur ta façon de travailler en BD, c'est un peu un running gag, c'est te dire commencer par le texte ou par l'image. Et tous les auteurs te diront, ni l'un ni l'autre, c'est pas comme ça qu'on fait une BD en fait. Et donc je me dis, est-ce que c'est pas mieux de pas me poser de questions si c'est pour me demander ça? Enfin, c'est vraiment hyper odieux ce que je suis en train de dire, parce que je pourrais aussi dire c'est déjà formidable qu'on s'intéresse à mon travail, mais je sais pas comment dire, mais en fait si c'est dans ces cas-là, parlons d'autre chose, c'est pas grave quoi. Mais si je vois parfois des gens me posent sincèrement des questions techniques et j'ai un moment de doute, je dis mais ça t'intéresse vraiment, tu veux vraiment savoir? Enfin, oh génial, parce que les gens s'en foutent. Mais entre auteurs, entre autrices, nous on adore parler de ça. Vraiment, on adore parler de comment on bosse, comment on construit notre histoire, comment tout ça. Et moi, je fais des interviews d'auteurs et d'autrices de BD dans une émission qui s'appelle Conciliabule, que je te recommande. Et c'est né de ça. C'est vraiment né de je veux tout savoir de comment t'écris. Et à chaque fois, les auteurs, ils font oh, c'est vrai. Parce que du coup, on peut parler de comment tu construis ton scénar, ce qui est un truc qui me passionne. Je suis plus passionnée par les techniques d'écriture que de dessin, où là, j'ai un regard plus enfantin là-dessus. Mais savoir comment on écrit, j'aime bien. Mais en vrai, moi je comprends totalement, parce que moi, je fais du stand-up. Enfin, je suis humoriste, et c'est pareil, quand on me demande, est-ce que cette blague, c'est d'abord l'idée, c'est d'abord la punchline. C'est nul comme question. C'est ça, en fait. Ou simplement, j'imagine, toi, la question la plus con qu'on doit te poser tout le temps, c'est, mais alors, comment ça vient une idée de blague, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette question à la con? C'est la vie, c'est... Bah oui. C'est beaucoup plus grand que quelque chose qui s'explique en vrai. C'est ça. Alors que quand tu parles avec des gens qui font ton métier, ça dure des heures, vous êtes passionnés pour savoir le rythme, où est-ce que tu mets ta punch et tout. En fait, les vraies questions techniques, elles sont hyper intéressantes, mais je pense qu'il y a que les gens qui sont méga intéressés qui peuvent te poser les bonnes questions. Donc, après, c'est gentil quand même, mais bon, voilà. Oui, je comprends. Mais même toi, avec la photo, je pense que ça peut pas... Oui, pareil. Attends, je vais essayer de deviner, c'est quoi la question la plus con qu'on pose aux gens qui font de la photo? Comment t'as composé cette image? Ouais. Est-ce qu'il y avait des lignes Est-ce que t'as quoi comme appareil? Non, ça c'est une vraie question. Mais c'est souvent ça. Ouais. C'est quelle est ta caméra pour faire cette jolie. Oui, puisque c'est que grâce à la caméra, comme chacun sait. Ouais. Ah, c'est vrai. On devrait faire ça, un podcast des questions les plus cons qu'on peut poser à chaque métier. Ah bah vas-y, on va faire. C'est un super concept. Le pont entre les arts. Ouais, le pont entre les arts, mais vraiment à la merde, quoi. Avec les pires questions. 3, 2, 1. Bisous.